reprenons avec Marie-Nicolas Blesque. Comme vous voyez, les professeurs, comme vous savez, c'est toutes et tous, professeur émérite de l'Université de Luxembourg. Ce matin, je regardais un peu, je ne connais pas plusieurs des ouvrages qu'elle a publiés ou qu'elle a dirigés, mais en regardant encore sur Internet, sur Amazon, j'étais impressionné par le nombre extraordinaire d'ouvrages qu'elle a dirigés avec plusieurs personnes qui partagent le séminaire et d'autres. Donc, je ne veux pas vous citer tous ces travaux. J'aimerais tout de même citer son dernier ouvrage, important ouvrage dont on a déjà discuté en partie au séminaire lors de sa présentation à la Maison des sciences de l'homme, boulevard Raspail, qui est celui de Énonciation, évolution, passage, ouverture, qui a été un ouvrage important sur cette question. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas si elle parlera de dénonciation, mais en tout cas, le titre de son intervention aujourd'hui, c'est la créativité artificielle vers un art collaboratif. Merci et à toi la parole, Marianne. Bon, merci beaucoup, Juan. Alors, que faut-il entendre par computational creativity, créativité computationnelle? Quels sont les objectifs de cette branche émergente des études en intelligence artificielle qui réunit des chercheurs en association, #CreativeAI? Quelles sont les conditions de possibilité de la créativité computationnelle comprises comme la génération d'artefacts numériques par deep learning inédits? Avec quels effets sociétaux? Mon point de vue ici ne sera pas celui du physicien Pablo Jensen autour de Deep Earnings, le néolibéralisme au cœur des réseaux de neurones de 2021, qui met en avant l'économie de marché portant les IA et la croissance. Selon lui, les hommes sont arrachés à leur tissu de relations vitales, je le cite, pour les mobiliser dans un vaste réseau technique et commercial hors sol. Prolongeant le débat entamé en novembre dernier et développé par des conférences qui ont apporté des inflexions décisives, je m'interrogerai plutôt sur un enrichissement de la notion de sujet sans occulter tous les risques que la confrontation homme-machine peut comporter. Je discuterai les positions de ceux qui misent sur l'autonomie des ordinateurs, considérés comme des créateurs et des co-créateurs. Je me demanderai en quoi il est possible d'exploiter le potentiel d'ordinateurs qui ne sont pas seulement des outils, comme l'expliquent les directeurs Tony Ville, chercheur irlandais, et Amilcar Cardoso, chercheur portugais, de l'ouvrage Computational Creativity, paru chez Springer en 2019. Ainsi, mon point de vue sera double, celui des IA traditionnelles et celui de l'IA générative. Vous le savez, un type d'intelligence artificielle dont les applications peuvent produire, nous l'avons vu, du contenu varié et original, y compris du texte, des conversations, des images, des données audio et synthétiques. Je pense bien sûr à ChatGPT et à Midjourney. Il n'en sera pas vraiment question dans ma présentation. Je parlerai par contre du réseau contradictoire génératif, GAN, mis au point en 2014 par Ian Goodfellow et ses collègues. Le GAN est composé d'un générateur et d'un discriminateur. Il est impliqué dans des processus de formation contradictoires. Le générateur vise à produire des échantillons réalistes, tandis que le discriminateur fait la distinction entre les échantillons réels et générés. Je reviendrai bien sûr sur ce point. Globalement, je défendrai l'idée que le système computationnel correspond à un ou plusieurs agents qui contribuent à la production du sens. Pour le dire rapidement, à travers des chaînes de possibles, voire des potentialités, ces instances multiples jettent les bases d'un certain type de sémiose dont l'humain sujet est responsable. Elles anticipent, contraignent, formatent l'interprétation à venir, sans bien sûr la déterminer entièrement. À la fin de mon exposé, je proposerai une séquence énonciative en 3 temps. Dans les médias, circonscrivons plusieurs champs de questionnement. Premier champ de questionnement, sous quelles conditions est-il légitime de parler de créativité artificielle, par exemple à la suite de Manovich et Darieli dans Artificial Ethics 2023? Dans quelle mesure et sous quelle modalité la créativité computationnelle négocie-t-elle le passage de la régénération, selon une expression de Pierluigi 2018-2019,
c'est-à-dire de la reproduction quasi à l'identique, à la régénération, quand les produits de la praxis énonciative dûment sédimentés sont convoqués à nouveau et renouvelés, transformés, peut-être sur le modèle d'une diagrammaticité computationnelle. Mais si la régénération est responsable de déformations indéfinies des artefacts numériques, qui sont à chaque fois provisoires, quels sont les présupposés théoriques qui nous permettent de penser cette mutabilité? Comment rendre compte du fait que, malgré le caractère discret du code, malgré une combinatoire qui est censée rendre l'output prévisible, l'objet technique est exposé à la variation, happé par une morphodynamique qui réclame une certaine continuité. Ces points feront l'objet de ma première partie. Ensuite, deuxième champ de questionnement, si l'on admet la possibilité d'une esthésie digitale, avons-nous les moyens théoriques de penser une machine qui, à défaut d'éprouver des émotions, est affectée? J'établirai un lien avec l'effective computing qui constitue l'étude et le développement de systèmes capables de reconnaître et d'interpréter des affects, ainsi que de les simuler. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, le tournant affectif, je cite, constitue un événement scientifique majeur, comme l'atteste entre autres le dossier que Camille Allouin et Julien Pierre consacrent au tournant affectif des recherches en communication numérique paru dans la revue Communiqué en 2020. J'esquisserai des réponses dans ma deuxième partie. Enfin, un troisième champ de questionnement, la machine énonce-t-elle, gère-t-elle l'énonçabilité d'artefacts numériques, c'est-à-dire le déploiement de régimes de sens, dont celui de la textualisation, attesté par l'image visualisée sur l'écran? Je remettrai sur le chantier l'idée d'une multi-agentivité distribuée qui, au gré d'un transfert de compétences possible, appelle une redéfinition du statut de l'artiste humain et des rôles endossés. Parlera-t-on pour une des étapes de la séquence énonciative d'une domination potentielle du système computationnel, privant l'artiste d'une partie de son initiative, d'une collaboration humain-machine qui érige celle-ci en alter ego informatique, ou encore de délégations énonciatives? D'autres modélisations seront-elles plus à même de rendre compte de la complexité des relations homme-machine ou système? On mesure la portée de ces questionnements qui sont au cœur des débats autour de l'intelligence artificielle depuis au moins une vingtaine d'années et qui ne cessent d'être actualisés. Si la notion de créativité computationnelle n'est pas récente, ainsi elle figure dans le titre d'un article paru en 2009, où Simon Colton, Ramon Lopez de Mantaras et le vieux Rostock se penchent sur la création d'artefacts numériques et non sur la question de la créativité artistique proprement dite. Elle prend de nos jours une importance toute particulière puisqu'elle renvoie à un plus large spectre d'activités et de produits que l'art généré par ordinateur sans intervention de l'artiste humain. La créativité computationnelle nous met ainsi au défi de dépasser le stade de la prédictibilité des images, production des images les plus parfaites possibles, parfaites au sens de ressemblant, qui renvoie à un certain imaginaire de la machine efficace, et d'accorder une plus large autonomie à la machine. L'affaire n'est cependant pas gagnée d'avance. On sait que pour Heidegger, seule une vue anthropocentrique peut rendre compte de l'instrumentalisation de la technologie. La machine produit-elle du sens? Jean Lassalle a émis des doutes ici même. La machine serait-elle responsable de ses actes? Si j'ai bien compris, Jacques pense le contraire. Tout dépend de la définition, bien sûr, de la responsabilité, et sans doute la réflexion gagne-t-elle à minima à distinguer des variétés computationnelles fortes et faibles. La génération de quelque chose de nouveau qui surprend vivement, d'une diversité dans l'IA à, comme le proclame le titre d'un article de Zamit Liapas et Yannakakis de Malte en 2022, de manière un peu provocatrice, n'en demeure pas moins un défi. Cela a souvent été dit, plus la consigne prompte pour les IA génératives est précise et traduite par la machine, plus la base de données est bien structurée,
plus la programmation est aboutie et moins la latitude de la machine est grande. Plus les patterns et régularités dans les tableaux rassemblés par la main de l'homme sont manifestes, similarité, plus ils dégagent un style généralisable et plus l'apprentissage par la machine est efficace. Plus les capacités de prédiction d'une image sont réelles. D'emblée, le sémioticien nous rétorquera que la répétition et la reproduction n'excluent pas l'invention. La notion de praxis énonciative est là pour nous rappeler que toute production sémiosique prend appui sur les formations de sens existantes pour mieux les renouveler, les réénoncer. Ceci dans le cas d'une mise en scène à l'origine d'événements de sens idiolectaux qui rompent avec les usages et les routines. D'emblée, une question se pose à nous. Si nous rapprochons invention et créativité computationnelle, celle-ci sera-t-elle le fait de l'humain, manipulant la machine diversement et ou de la machine à laquelle il faudrait reconnaître un certain degré d'autonomie, d'intention, voire d'intelligence? Repartons des bases. Toute la question est là. Les trois opérations que Kirby Ferguson en 2014 détecte à la base de tout acte de création, copier, transformer et combiner, sont-elles à la portée de la machine? Est-elle à même non seulement de copier et de combiner, comme j'essaierai de le montrer bientôt, mais encore de transformer? A-t-elle la capacité de défiger, de remettre à flot les formations de sens existants au profit de l'émergence d'artefacts inédits, non seulement prompts à nous surprendre, mais encore à faire sens, question de l'interprétabilité par l'humain? On se rappellera que sont l'objection de Lady Lovelace de Turing: an ordinateur a no pretensions to originate anything, can only do whatever we know how to order it to perform. C'était cependant en 1999. Considérons sous cet angle les trois étapes isolées par David Cope en 2001, quand il demande à l'algorithme MI de composer des musiques qui ne puissent être distinguées d'œuvres de Mozart, Bach ou Chopin. L'étape de la déconstruction, analyser et séparer, celle des signatures, retenir les éléments caractéristiques d'un style, et celle de la compatibilité, recombiner. Nous notons des opérations de la mise à nu de patterns, de la segmentation, de l'extraction de traits caractéristiques, ainsi que de la recombinaison, satisfaisant aux critères de la correction. C'est-à-dire mettant en œuvre des règles, non seulement programmées, mais acquises par la machine. Elles sont en accord avec le genre et le style du matériau de départ. Or, elles ne sont pas sans rappeler aux sémioticiens les opérations de segmentation, de discrétisation et de regroupement-assemblage de traits hétérogènes en unités discrètes que Greimas situe en 1984 à la base de l'analyse en formant figuratif et plastique. On constate d'entrée, ici et là, la nécessité de la médiation par un langage. Il serait le seul à même d'autoriser une prise, éventuellement sensible, sur l'objet. Dans les deux cas, pourrait-on dire avec Pierluigi, il y aurait le passage nécessaire par une opération scientifique de reconstruction de l'objet en une modélisation sortant des aléas de la dimension phénoménale. Ce qui est produit, c'est un ensemble de traits distinctifs. Tel est précisément un des problèmes abordés par Greimas en 1984, qui, pour garantir une lecture figurative des objets visuels, mobilise le principe de pertinence, je le cite, et considérer la densité normale, dit-il, à la fois nécessaire et suffisante pour que le formant figuratif puisse représenter un objet du monde naturel. Et viser la figurativité moyenne, je le cite encore, c'est-à-dire celle qui est répandue dans de nombreuses cultures, y compris non européennes, ou encore, toujours selon Greimas, dans divers codes de représentation artificielle. Un point essentiel pour nous, puisqu'en cela réside, me semble-t-il, une différence majeure avec les traitements de l'image input que la machine fait subir dans l'espace dit latent, c'est-à-dire au niveau du langage de la machine, cette boîte noire dont nous ne connaissons les résultats que grâce à l'implémentation, à une visualisation des images. Donc, le réductionnisme, il sert à la classification et la typification
pour contourner les limitations de la mémoire du système sans que soit prioritaire la représentation, fût-elle partielle, d'un objet du monde naturel. Certes, la forme des oreilles ou celle des pattes permet d'opposer le chien au chat. Cela toutefois sans que, au niveau de l'espace dilatant, la localisation précise des oreilles soit requise. Cette dernière précision me semble importante car globalement, le traitement des données input au niveau de l'espace dilatant est défigurativisant, même si, comme le note par exemple le Somani en 2023, même les portraits de personnes non existantes générés par des logiciels ont différents référents. Donc, la base de données, par exemple, les différents points dans l'espace latent qui sont visualisés, etc. Donc, on note quand même une certaine capacité de référenciation. Mais nous savons que l'embedding qui se réduit à une série de nombres reliés entre eux est couplé avec un autre embedding, etc., par exemple dans Midjourney. Alors, l'espace latent, je n'en parlerai pas longuement, je dirais simplement qu'il s'agit donc d'une série d'actions de l'auto-encodeur avant l'intervention du décodeur, c'est-à-dire il s'agit de la compression des données, de la gestion des données compressées au niveau du goulot d'étranglement bottleneck et du décodage, c'est-à-dire de la décompression qui les recrée. J'aimerais plutôt souligner le fait que, contrant en principe les visées de la créativité computationnelle qui mettent en avant la faille, la singularité, la surprise, cet espace est traditionnellement dédié à la répétabilité, à la reproduction d'images. On constate même ce qu'on pourrait appeler un processus d'amélioration constant. Il est significatif que l'introduction du bruit par le modèle de diffusion latent, toujours au niveau de l'espace latent, qui constitue un modèle générant des données similaires à celles sur lesquelles il a été entraîné, par exemple dans le cas d'un logiciel tel que Midjourney, soit suivi d'une opération de débruitage grâce à des types de filtrage spatial. Si les modèles de diffusion détruisent les données pour l'entraînement en intégrant du bruit, ils inversent également le processus du bruitage. D'où un processus de génération donné par la décompression progressive à partir de bits aléatoires qui fait apparaître d'abord les caractéristiques à grande échelle avant les détails. Ces images donc peuvent être générées à partir du bruit. En dépit d'une hésitation entre recherche de conformité et aléatoire, il peut s'agir de réduire au maximum tout risque de défiance qui se signalerait par des défauts, entre guillemets. D'où, à la base, le souci d'une rectitude, d'un devoir-faire correctement, en partie de la responsabilité du système. En même temps, nous savons que dans Midjourney, l'aléatoire est roi. Et la créativité computationnelle n'est donc pas définitivement hors de portée. On ne se contentera donc pas de dire avec Burns et Colton en 2020 que pour beaucoup, les modèles génératifs sont capables seulement d'ajouter du même au même, more of the same. Pour le dire autrement et de manière plus optimiste, sous quelles conditions la créativité computationnelle devient-elle possible? Elle le devient d'emblée en raison d'un biais de la machine. Ainsi, en raison d'architecture de réseaux neuroconvolutionnels comportant des millions de neurones et autorisant davantage encore de connexions entre ces neurones, les ajustements sont infinis et toute prévisibilité stricte est battue en brèche. Toutes les tentatives de déduire toutes les données à partir du code source ou d'en évaluer le poids avec exactitude sont vouées à l'échec, du moins partiellement. Béatrice Fazzi parle même d'indétermination au niveau même du code. Quand le biais de la machine est évalué négativement, la feature visualisation des traits caractéristiques, peut aider à cibler les caractéristiques, les noyaux que certaines parties du système de la machine tendent à repérer en utilisant des filtres adaptés à des fins de classification.
En revanche, quand le biais est évalué positivement, il peut, selon moi, être considéré comme un ferment de créativité. Osons donc avancer que l'espace latent est opéré par le système qui lui donne la forme d'une partition au sens musical du terme. En effet, il est tentant de comparer les couches neuronales superposées à une portée, ou mutatis mutandis, et sans qu'il soit possible de faire jouer des différences de durée, de hauteur, d'échelle, les traits caractéristiques répertoriés seraient répartis dans l'espace. À partir de là, pouvons-nous dépasser le stade d'une distribution des colocations telles qu'on pouvait les envisager en linguistique dans les années 1930, fut-elle ici plus complexe, au profit de ce que j'appelle une diagrammatisation computationnelle, pensée globalement sur le modèle de la diagrammatisation décrite par Goodman dans les langages de l'art. Goodman distingue le diagramme purement digital, c'est-à-dire le système complètement différencié, syntaxiquement et sémantiquement, avec des lignes et des points fonctionnant, je le cite, comme caractères dans un langage notionnel, et le diagramme purement analogique ou graphique. Dans ce cas, chaque point sur la courbe a sa propre dénotation. Est analogique un diagramme sans caractères alphabétiques ni arithmétiques, qui est complètement dense. Alors, ma proposition est la suivante. À travers la compression de données dans la phase d'apprentissage, l'encodeur mettrait entre parenthèses des traits jusqu'à la mise à nu d'une ossature, d'une notation. Parmi les couches neuronales, celle de la convolution sert justement à analyser les images en entrée, à les analyser par petits blocs de pixels et à extraire un certain nombre de traits caractéristiques tels que la couleur ou les bords. Ensuite, comme je l'ai suggéré ailleurs, dans un article sur les critères de l'art numérique dans Visible 2023, la dédensification goodmanienne peut être suivie d'une redensification, par exemple au moment de l'exécution d'une œuvre musicale, l'exécution, par exemple, d'une symphonie, est à chaque fois, selon Goodman, une interprétation éminemment dense qui introduit d'autres éléments variables, même si ce qu'il appelle l'identité orthographique, la correctness grammaticale, doit être préservée. L'analogie avec le décodage et l'opération de décompression serait-elle pertinente? Si pour Goodman, l'exécution est porteuse d'un supplément de sens, on pourrait parler de sursémiotisation, on pourrait voir dans la multiplicité indéfinie des connexions comme un équivalent de la germination incontrôlable, en tout cas hautement créatrice, pensée également par Deleuze et Guattari en 1980. Cela grâce à des traductions du langage humain en langage de la machine qui font de l'humain un chef d'orchestre tout en mettant en évidence l'autonomie partielle au moins de la machine. Parlera-t-on pour cette phase du processus de l'émergence d'un sens? Je propose de considérer des propositions de sens. Je reviendrai sur cette notion. Une première conclusion s'impose. Si diagrammaticité computationnelle il y a, elle est spécifique. Peut-être l'hypothèse n'est-elle pas dénuée d'intérêt si elle peut rendre attentive à une dynamique que l'on pourrait dire traversante d'IA, qui fait jaillir de nouvelles connexions au-delà, voire contre la standardisation des productions. Un pas théorique peut être franchi, qui ne manque pas d'intérêt à mes yeux, en raison de ce que d'aucuns appellent un biais de la machine. Dira-t-on que les connexions se font, ça se fait? Parlera-t-on d'une instance machinique impersonnelle? Je reviendrai sur ces points dans ma troisième partie. La créativité computationnelle est également fonction des interventions de l'humain. On peut distinguer deux types d'aléatoires, l'aléatoire génératif et l'aléatoire introduit par l'humain, comme dans l'art algorithmique ou fractaliste. Je renvoie notamment à l'œuvre intitulée Périphérie de Miguel Chevalier en 1998. En intelligence artificielle générative, il s'agit d'éviter l'overfitting, le surajustement résultant d'une prédiction parfaite qui réduit d'autant toute possibilité de généralisation à des données inconnues, c'est-à-dire autres que celles proposées à la machine au départ.
Sans entrer dans tous les détails techniques, retenons différentes manières de créer de la diversité. D'abord, chacune des couches latentes se voyant assigner une fonction plus ou moins spécifique, leur mise à contribution peut varier selon les cas de figure. Ainsi, le traitement imposé aux données d'entrée, visant tout particulièrement le rattachement des traits caractéristiques à des types et à des classes, la créativité computationnelle en quête de singularité peut impliquer la mise à l'écart de la couche utilisée pour la classification des images au profit d'une part de flottement. On parle de floating point values. Ou encore, comme je l'ai suggéré, une plus grande généralisation agissant contre le surajustement peut augmenter les chances de production d'artefacts novateurs. Ensuite, au-delà des mixages de domaines, par exemple celui des visages humains et celui des coléoptères, à l'origine d'images dites croisées, retenons certains styles de mélange, moins celui de l'hybridation, où la fusion de deux éléments ou de plusieurs éléments donne lieu à une nouvelle entité stabilisée et plutôt homogène, que le style du métissage. À la base, selon moi, cette image produite par Midjourney, elle a été montrée par Maria Julia également, elle est empruntée à Artificial Aesthetics de Manovich en 2023. Pas d'homogénéité dans le cas du métissage, dirais-je, mais une frontière délimitant deux espaces et créant un face-à-face, comme pour Alice dans le pays des merveilles, elle se tient d'un côté et de l'autre d'une frontière. Notre image donne à voir une discordance forte, comme une ligne de fracture créatrice de tension entre les éléments renvoyant les uns au style de Malevich et les autres au style de Bosch. Poursuivons. Dans l'article Seeding Diversity into AI Art, Zamit, Liapis et Yanakakis mobilisent une base de données de 81 444 images artistiques relevant des différents styles. Ils envisagent alors le remplacement de 5% des gènes d'un individu associés à des segments et choisis de manière aléatoire par des nombres entiers aléatoires. Il en résulte un coefficient de mutation qui peut créer des perturbations perceptibles dans l'image sans toutefois rendre celle-ci non reconnaissable. Ceci grâce en particulier aux technologies VQ-GAN, un modèle hybride avec des éléments GAN dont j'ai déjà parlé, donc le réseau adversatif génératif, et puis le VQ. GAN comprend également un transformeur qui permet d'évaluer des images dans le cas de prédiction, tout particulièrement en intelligence artificielle multimodale. C'est bien un GAN qui a permis la création par le collectif parisien Obvious de portraits de la famille fictionnelle Bellamy dans le style de grands peintres européens. En 2018, le portrait Edmond de Bellamy, imprimé sur toile, a été vendu chez Christie's à New York pour plus de 400 000 €. Pourtant, une nouvelle fois, la prudence est de mise. Dans un article intitulé Bridging Generative Deep Learning and Computational Creativity en 2020, Burns et Scolton jugent l'utilisation des GAN excessives. Ils adossent leur critique au fait que les GAN ont pour objectif premier une reconnaissance et une modélisation de patterns adéquats, justes, ainsi qu'une restitution d'artefacts qu'ils disent parfaits, c'est-à-dire conformes à un modèle, comme pour le Rembrandt, par exemple, le nouveau Rembrandt qui a été fabriqué en 2016. Les deux chercheurs mettent en avant le potentiel inhérent à ce qu'ils appellent des divergences actives manifestées par des accidents au sein même des GAN. Donc, dans le cas d'encodage qu'ils appellent suboptimaux, donc qui dévient par rapport aux objectifs poursuivis par les GAN traditionnels. D'un point de vue sémiotique, l'urgence est alors de rendre compte de cette mutabilité de la donnée output, ou plus largement, de l'artefact numérique proposé à la fin du processus, à la visualisation par l'intermédiaire de l'interface design. Donc, à ce niveau, les interventions consistent, on le sait, à augmenter le contraste, à nuancer les tonalités, à agrandir, à réduire les dimensions, à introduire des filtres, à découper, à compresser.
Plus largement, la variation dans les images peut être fonction de l'addition, du remplacement et de la soustraction de traits caractéristiques associés à des opérations locales telles que la rotation, le zooming, le cut-out, l'exposition. Est-il donc possible de penser une morphogenèse, les morphologies étant considérées comme des organismes vivants, comme Jean-François Baudron l'a rappelé lors de ce séminaire? Est-il donc possible de penser une morphogenèse, des changements morphiques, à l'instar de beaucoup de chercheurs en IA, ceci transversalement au niveau mis en évidence, par exemple par Andrea Valle et Alessandro Mazet en 2017. Langage de la machine, langage assembleur, langage de programmation. Maria Giulia a commenté le schéma dans son intervention. Les conséquences théoriques ne sont pas négligeables. Les changements morphiques, ainsi au moment de la conversion entre des niveaux plus abstraits et plus figuratifs, présupposent en effet une continuité, alors même que le code est discontinu. La différenciation qualitative, alors même que le code manipule du quantitatif. Il n'est pas anodin que plusieurs chercheurs en IA mobilisent les travaux de Deleuze pour défendre l'idée d'une esthétique digitale conçue comme la sensation digitale à partir de la virtualité du computationnel. Il s'agit de rendre compte de l'expérience, de propriétés, de traits, de qualités, de relations perceptives réclamant une continuité, possibilité d'une esthésie. Je renvoie plus particulièrement au livre déjà plus ancien, Materializing New Media, Embodiment in Information Aesthetics d'Anna Münster, paru en 2006, donc, d'Anna Münster, qui propose une généalogie esthétique, voire une esthésie digitale, en accord avec les notions de perception et de sensation digitale. Il est tout aussi significatif que dans un article de 2019 intitulé Digital Aesthetics, The Discrete and the Continuous, Béatrice Fazi parle d'une impasse causée par l'incompatibilité apparente entre la continuité de la sensation et le caractère discret de la technologie. Elle invite à remédier au problème à travers une reconceptualisation des formalismes computationnels. En dépit de leur vertu de systématisation et de quantification d'opérations mécaniques et du recours au discret, ou grâce à eux, ces derniers comprennent ce qu'elle appelle une indétermination inhérente. L'idée de cette indétermination créatrice, argumente Fazi, gagne à être mise en résonance avec la notion d'incompatibilité étudiée par Turing. Il y va de la possibilité même d'une esthétique computationnelle, du quantitatif, du discret et du formel, attentive au codage en 0 et 1 et aux pixels. Si je fais état de cette controverse, c'est parce que postuler une base continue, une appréhension sensible au-delà ou en deçà du code, permettent à certains chercheurs de défendre l'idée de l'affect computationnel, distinct de l'émotion. C'est ce point que je vais essayer de creuser maintenant. Le effective computing est un domaine multidisciplinaire qui combine l'informatique, la psychologie et les sciences cognitives afin de permettre aux machines ou aux systèmes de reconnaître, d'interpréter les sentiments humains en apprentissage supervisé ou non supervisé, c'est-à-dire selon que la base de données est ou non étiquetée. Je parle de l'étiquetage de l'émotion exprimée dans des visages, dans des images de visage en amont ou à la fin du processus. 3 chercheuses canadiennes, donc Bonenfant, La France, Saint-Martin et Crémier, donc elles sont chercheuses à l'Université du Québec à Montréal, prennent appui dans leur article intitulé Affective Data, Understanding Knowledge Production in Algorithmic Events 2019 sur la théorie de l'affect de Spinoza et sur celle de Massumi pour avancer que les relations indéfinies qui se nouent entre des corps constituent les effets produits par les affects et permettent de faire l'expérience de la réalité. Le problème qui se pose à nous se précise. Si l'affect est considéré comme une forme de connaissance intuitive, la digitalisation autorise-t-elle une production des connaissances abductives? Bonenfant, Saint-Martin et Crémier cherchent à montrer sous quelles conditions
on peut admettre l'existence d'événements algorithmiques, c'est leur terme, de données abductives, disent-elles, prises dans des processus où se nouent des relations avec le corps humain. L'important, c'est alors que si les affects ne contribuent pas à forger des représentations, au sens propre du terme, déductivement ou inductivement, l'abduction continue à jouer un rôle dans la structuration du monde. Production de connaissances abductives à travers le traitement de données digitales. Elle est saisissable à travers les effets observables produits au niveau de l'interaction du corps de la machine et du corps de l'humain par la modification de la puissance d'agir de l'une et de l'autre. Je retiens ici la notion de trace, en me souvenant que pour Deleuze et Guattari, les affects sont des projectiles qui laissent des traces. Les technologies affectives, selon Alouin et Pierre, jouent-elles ce rôle? Les deux chercheurs considèrent les affects comme des vecteurs, je les cite, tendus entre humains et non humains, et traçant pour eux un devenir potentiel par des oscillations d'intensité, des orientations émotionnelles, cognitives et comportementales, et l'attribution de valeur. Comment constater ces affectations? Le temps m'étant compté, je ne m'attarderai pas sur la manière dont la machine peut détecter des réactions émotionnelles de l'utilisateur à travers des énoncés verbaux et produire à son tour des répliques qui constituent des emotions, pour reprendre le titre d'un article. Je m'intéresserai plutôt à une expérimentation de Liapis et Yannakakis et Galanos relatée dans un article de 2021 intitulé Affect GAN. On notera qu'il est question prioritairement d'affect et non d'émotion. Deux modèles sont sollicités. D'une part, CLIP de OpenAI, c'est-à-dire un modèle d'apprentissage entraîné sur 400 millions de couples images annotation textuelle, et d'autre part, Viku-GAN, dont j'ai déjà parlé. Viku-GAN est entraîné sur un ensemble de données VIA à travers des extractions. Il apprend un vocabulaire visuel appelé codebook, en plus de la représentation quantifiée de l'image. Il s'agit ainsi de synthétiser une image sur la base des conditions imposées par la requête textuelle propre. Concrètement, les chercheurs sélectionnent 4 états affectifs, la dépression, le calme, la colère et le bonheur, en laissant Affect GAN générer 4 images à travers 8 types de peintures. Par exemple, portrait, peinture de paysage, paysage urbain, nature morte, etc. D'où l'obtention de 32 images à partir de la requête sémantique A, emotion, genre. Sont produites les images suivantes: un paysage urbain heureux, un paysage urbain déprimé. On notera qu'il n'y a pas d'image graine à la base. La génération, elle est dite infusée d'affect à partir d'une requête sémantique de l'artiste quelconque. Affect GAN permettent alors d'évaluer l'importance de l'intervention humaine, en amont, à travers les requêtes sémantiques, en aval, à travers l'implication de 50 participants, annotant textuellement les 32 images collectées par OpenAI, en évaluant les émotions produites et en les mettant en regard avec les requêtes affectives utilisées au départ. Les correspondances les plus importantes sont les plus importantes dans le cas de la requête dépression, 68%, avant la colère, 65%, le calme, 62%, et seulement, oserais-je dire, 36% dans le cas du bonheur. La qualité de l'image est également évaluée, tout comme le degré de nouveauté. Par exemple, les images générées pour le calme sont considérées d'une qualité supérieure, mais moins novatrice. L'évaluation de la plus ou moins capacité des images à susciter des émotions. Cette évaluation-là, elle résiste davantage aux analyses. Notons quelques autres corrélations et correspondances. Les portraits, par exemple, se voient attribuer le plus haut coefficient de nouveauté, le score de la qualité occupant la 2e place. Les chercheurs ont également intégré à leurs évaluations les couleurs, notant par exemple que les couleurs pour le bonheur sont plus chaudes, rouge, orange ou rouge pourpre,
les images correspondant au calme comportant plus de teintes de bleu, ce qui en retour est corrélé avec des degrés élevés de qualité, et le vert prédominant dans les peintures religieuses et de genre. J'emprunte à l'étude quelques-uns de ces exemples. Les chercheurs concluent que le degré de difficulté rencontré par les participants à l'enquête est proportionnel au degré de nouveauté de l'image. Enfin, parmi les problèmes posés, ils notent la présence de glitches tels que l'apparition d'un visage traduisant une émotion ou encore l'inclusion d'éléments qui apparaissent collés sur un environnement avec lequel ils n'ont pas de lien. Ou encore, ils constatent des raccourcis, je dirais stéréotypés, tels que l'introduction d'un emoji dans l'image traduisant le bonheur, comme le montrent ces exemples. Faut-il éliminer les images problématiques, entre guillemets? La question est posée. Ces faiblesses, voire déviations, ayant un intérêt particulier du point de vue sémiotique, à mon avis. Dans la foulée, je terminerai dans ma troisième partie par quelques considérations sur la distribution de l'agentivité sur les instances impliquées dans le processus de génération des images. L'hypothèse de base est celle d'un modèle multi-instantiel, la confrontation duelle de l'artiste et de la machine se trouvant complexifiée. En quoi la machine énonce-t-elle? C'est-à-dire gère-t-elle l'énonçabilité des artefacts numériques en assertant un énoncé et en le commentant a posteriori, accès au niveau méta. Certains chercheurs vont dans ce sens, déjà en 2014, donc avant l'arrivée de l'IA générative. Donc le modèle sémantique Darcy est censé choisir entre les concepts à susciter. Il est censé évaluer non seulement d'autres images, mais encore ses propres artefacts au profit de la production d'images de plus en plus pertinentes. Est-ce être bien optimiste? D'une part, il est dit imaginez, je cite, des artefacts pour des concepts observés précédemment ou seulement similaires, pour des combinaisons de deux ou plusieurs concepts qui peuvent être changés en fonction de plusieurs domaines. D'autre part, il est dit pouvoir expliquer et justifier le processus plus de manière rudimentaire. Par exemple, dans ces exemples qui montrent comment Darcy, partant de concepts tels que ardent, Alaska, bossu dans le premier cas, bizarre, guerre, art, meurtre et faim dans le deuxième, produit des images originales. Pourtant, donc c'était en 2014, et la situation, elle a bien évolué depuis. Pourtant, peut-on parler d'énonciation à propos de la machine? Jacques a mis en doute l'accès au niveau méta, préférant parler d'épilinguistique. Qu'en est-il de l'hypothèse argumentée fréquemment d'une relation de co-énonciation ou collaboration entre l'homme et la machine, qui peut être consensuelle ou dissensuelle, tonique ou atone? Pour alimenter la thèse de la co-création, défendue par les chercheurs en Computational Creativity, tournons-nous vers l'œuvre Orogenesis 2002 de Juan Fontcuberta. Les créations révèlent un style du logiciel. Si Fontcuberta se considère comme l'instigateur qui imprime également certaines orogenèses dans une chambre noire, à l'aide d'un procédé argentique traditionnel, l'autonomie et la marge de manœuvre du système sont réelles. Il atteste avec force une uniformisation des paysages créés, tous grandioses, sublimes, donnant à voir en 3 dimensions des montagnes, des rivières, des nuages, des vallées, quels que soient les peintres et les photographes, Caspar David Friedrich, André Derain, Salvador Dali, William Turner, Alfred Stieglitz, convoqués. On peut ainsi déceler un style de la machine. Mais dans ce cas, l'égalité de statut ne céderait-elle pas, dans certains cas, devant une hiérarchisation des postures? En témoigne un imaginaire collectif, un mythe, dirait peut-être Jacques, très répandu, qui, croyant l'artiste humain menacé, lui attribue la posture du sous-dénonciateur, privé d'une partie de son initiative, par exemple dans le cas d'un entraînement non supervisé. L'inverse serait également vrai.
l'artiste assumerait le rôle du surénonciateur. Cette branche de l'hypothèse est étayée par le fait que les responsabilités incombantes à l'artiste, en amont et en aval, restent décisives. L'humain, comme instance décisionnelle, prépare et sélectionne les produits de la praxis énonciative, base de données proposées à l'entraînement. Ensuite, à travers des ajustements fins du réseau neuronal, il interprète des algorithmes au sens musical du terme, minimisant ou augmentant les bruits et faisant triompher sa veine créatrice. Et enfin, il retient, sélectionne a posteriori et peut-être demande à la machine de relancer le processus jusqu'à ce que le résultat soit jugé satisfaisant. L'humain constitue ainsi un sujet digital, comme le suggère le titre d'un ouvrage collectif paru en 2022. Mobilisant la phénoménologie, Jean-Michel Salansky souligne la solidarité entre, d'une part, le calcul et, d'autre part, la construction d'un objet par un humain sujet. Si donc l'humain est un sujet d'énonciation, la machine énoncelle, d'entrée, l'hypothèse est affirmée par ceux qui, dans le sillage de Benveniste, dénient au système le pouvoir d'implanter face à lui un tu, alter ego, fût-ce pour le dominer. Sans doute n'est-il pas à même non plus d'asserter un énoncé. Le système pourrait-il dire que cela est vrai, même si, nous l'avons vu, d'aucuns lui concèdent des capacités réflexives. Enfin, il n'est ni empathique, ni connecté à la Terre, critères avancés par Nicole Pigné dans Interface sémiotique en 2022. Plutôt que de parler de postures énonciatives, et pour faire valoir davantage la différence de la machine, le terme technique désigne, selon Latour 2010, une exploration toute nouvelle de l'être en tant qu'autre, une nouvelle déclinaison de l'altérité, une abaliété propre. Je propose de vérifier l'hypothèse d'une séquence énonciative, où le sujet d'énonciation humain occupe les positions initiales, programmation, mise à disposition d'une base de données, commande, prompt, etc., et finale, sélection des artefacts, évaluation et interprétation. L'étape moyenne voit s'affronter des instances ou des agents humains et machiniques, que l'on ne peut appeler énonciatifs qu'en vertu d'une analogie ou d'une homologie, comme si les processus de la machine pouvaient être évalués correctement à l'aide de concepts servant à rendre compte des énonciations humaines. Parlera-t-on de traduction du langage de la machine en langage humain et inversement? La notion de simulation, la machine simulerait une instance d'énonciation douée d'intelligence et d'intentionnalité, est-elle éclairante? Considérons l'étape médiane de plus près. Une solution consiste à considérer une instance machinique médiatrice ou filtre. Je renvoie déjà aux nombreux filtres impliqués dans le traitement des données dans l'espace dilatant. Est-ce cependant rendre suffisamment compte de son autonomie partielle, donc de la machine? Affirmer que la machine est une prothèse, donnant lieu à une expérience inédite de corps à corps et débouchant sur une nouvelle écologie des gestes. Affirmer que l'ordinateur constitue une peau du sensible ou, pour citer Fontanier, une surface d'inscription, de manipulation, de mémoire et d'attente, de rétention et de protention, permet de mettre en avant l'aspect sensible, qui peut lui-même être contesté. Il me semble en effet hasardeux de dire que l'activité de la machine présuppose ce que Jacques appelle une visée du sujet centre déictique, au cours de laquelle il identifie l'autre comme une autre chair intentionnelle, en empathie avec sa propre chair. Ajoutons en revanche que selon Simondon, on peut entendre par quasi-prothèse le statut de l'organe humain, qui devient lui-même un support de certaines technologies, comme le note également Mauro Carbone en 2020. Ainsi, dans le cas de certains dispositifs de réalité augmentée, la projection des commandes sur la rétine de l'œil ou sur la peau. Dira-t-on finalement que la machine, mais aussi l'instance humaine, constitue une surface d'impression, où viennent se composer et se découvrir, se révéler des images, comme si grâce à une multiplication des couches de langage, on assistait à la constitution d'une hyper-bibliothèque des discours, d'une hypertextualité également visuelle? Je remercie Enzo de cette
suggestion très intéressante. Ma proposition est différente. Je vous invite à considérer, lors de la phase médiane de la séquence énonciative, la distribution de l'agentivité sur une pluralité d'instances humaines et machiniques, approche pluri-instantielle. Je parle de centres machiniques modaux internes au processus de la création computationnelle. Leur équipement modal est incomplet. Le devoir-faire selon des règles de programmation et le savoir-faire exécuter des commandes, voire le pouvoir-faire. Mais ces modalités sont découplées d'un véritable vouloir-faire, comme le notent beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle. La volonté peut être distinguée du faire intentionnel si celui-ci est simplement défini par rapport à un but. Les agents computationnels sont incapables de produire des énoncés représentant, construisant la réalité. Tout au plus s'agit-il d'instances citationnelles qui transforment machiniquement des énoncés existants, qui fournissent des possibles et des potentialités à la base de ce que j'appelle des propositions de sens. Tout au plus, ces agents machiniques prennent-ils les artefacts produits en compte, la prise en charge étant réservée à un sujet d'énonciation humain, évaluant et commentant la production d'un énoncé a posteriori. Cependant, il me semble que là n'est pas le tout. Suivre la tour signifierait envisager la technique comme un des régimes d'énonciation avec la fiction, la science, la religion, etc. Comme le souligne aussi Maria Giulia dans un article paru en 2017, c'est dans le mode du technique que s'opère la distinction entre l'énonciation et l'énoncé, et c'est grâce à lui qu'émerge un quasi-objet et un quasi-sujet. Je propose de considérer un deuxième niveau, plus profond, avant la cristallisation des agents, et de concevoir les relations en termes de pure délégation. L'instance elle-même est en fait par ce qu'elle fait faire, pour paraphraser la tour 2000. En deçà même, ou contre l'émergence du couple sujet-objet constitué, sans véritable embrayage. Les agents sont faits par les calculs, les combinaisons d'éléments, etc. Bien plus dans le cas du deep learning, les agents computationnels, par exemple l'encodeur et le décodeur dans l'espace latent, sont impersonnels, de l'ordre du on, voire du ça. En partie, ça se fait. Les connexions se font et se défont. La supervision pouvant être ramenée à un minimum. Parlera-t-on au-delà même de l'espace latent d'instances effets, humaines et machiniques? Nous retrouvons la version radicale de la pluri-instantialité, selon laquelle les instances ne sont pas présupposées comme telles, mais produites en tant que concrétion provisoire par une connectivité généralisée. En cette étape médiane du processus d'énonciation, la prolifération des agents menace alors la possibilité pour l'humain sujet de cerner son champ d'éthique, l'empêche d'exercer un parfait contrôle. Il est décentré, je cite Berry 2015. Il peut être débordé. Essayons de prendre la mesure des changements ainsi produits. Si les instances agentielles humaines et machiniques peuvent non seulement être affectées, mais se co-constituent, serait-ce dû en partie à une irresponsabilité accrue quand le calcul algorithmique paraît prédominer, calcul de l'effet d'identité de façon algorithmique? Conclura-t-on avec Shalansky que l'ère du computationnel n'est pas forcément en harmonie et en phase avec l'éthos de la subjectivité? Sans doute. À moins que l'on ne pense, avec Anthony Mazur 2016, et pour cette phase médiane uniquement, des subjectivités sans sujet. Je le cite. Pour conclure en deux mots, si la divergence, la faille, le défaut, ou tout simplement la différence et l'écart sont des ferments de créativité étudiés par la computational creativity, c'est grâce à l'intervention de l'humain, mais aussi grâce à une déicticité humaine flottante, voire annulée, grâce au jeu introduit dans le système qui accueille des agents ou centres modaux. La version radicale de ma proposition théorique est celle-ci. C'est grâce en partie à une pluralité instantielle, effet plutôt que source, sur la base de ce que Vitaly Rosati en 2021
appelle des conjonctions médiatrices numériques, que je reformule en une relationnalité qui est connectivité. C'est-à-dire, en fin de compte, sur la base du virtuel et de l'indétermination au sein même du code. Il faut penser avec Simondon une machine ouverte, je le cite. En guise d'ouverture, 2 remarques qui peuvent lancer le débat. D'une part, on n'a pas fini de réfléchir, je crois, aux conséquences de la réduction de l'entendement en mathématiques pures, comme le soulignait Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne en 1958. Les logiques soi-disant infaillibles, le dépassement des contingences, donnerait-il naissance à des sujets fictifs, pour utiliser un terme d'Anthony Mazur? D'autre part, si la subjectivité computationnelle est divisée en individuelle, selon Deleuze et Guattari, ne s'agit-il pas là d'une manifestation, dans une situation donnée, d'un phénomène beaucoup plus large et fondamental? Sans doute pourra-t-on dire à la suite de Mazur, renvoyant à Leroy-Gourhan, que la subjectivité comme telle est indissociable de l'extériorisation technique des fonctions biologiques. Quelles que puissent en être les conséquences, une dérive, par exemple du point de vue de ce que Mazur et Maurizio Lazzarotte appellent en 2011 un capitalisme computationnel, mais aussi une créativité extrême, et pour le sujet digital, la possibilité d'accéder grâce au plongeon dans la pluriactentialité à ce que Salancy appelle l'horizon d'une découverte infinie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Maria Giulia, tu veux commencer peut-être? Ah, c'est gentil, merci. Ben, moi, j'ai une question très, très générale pour Marion. Au tout début, tu as dit que tu n'aurais pas beaucoup focalisé ton attention sur l'intelligence artificielle générative, donc Midjourney, Stable Diffusion, etc. Mais ensuite, tu l'as fait en partie, c'est-à-dire que tu nous as parlé, par exemple, des modèles de diffusion qui sont typiques de l'intelligence artificielle générative. Et bien sûr, tu t'es aussi occupé d'une étape précédente, celle des GAN, qui était très important à l'époque des deepfakes, l'époque qui est encore là, mais je veux dire, qui était très, très, très efficace, surtout pour justement reconnaître les bons et les mauvais, disons, pour reconnaître les fakes, etc. Alors, je voudrais savoir si et surtout quelle différence tu vois dans les produits visuels entre une époque, disons, GAN, une époque avant l'intelligence artificielle générative, donc avant, disons, fin 2021-2022, et c'est que, par contre, on peut produire aujourd'hui très facilement à travers Midjourney. Et c'est tout. J'aurais aussi voulu te demander comment tu gères les problèmes de l'aléatoire dans ton modèle de diagramme, mais je ne peux pas prendre trop de temps parce qu'il est déjà 16h51. Merci. Merci, Maria Giulia. Eh bien, effectivement, donc j'ai voulu non pas tracer un parcours, ce serait peut-être trop présomptueux de ma part, mais quand même ne pas occulter ce qu'il y a eu avant l'émergence donc de l'intelligence artificielle générative, au plus tôt en 2018, où le premier ChatGPT a fait son apparition, et comme tu viens de le dire, surtout donc en 2022 avec Midjourney. Donc, je me suis en fait un tout petit peu basée sur les deux. Donc, je vois la différence la plus importante dans le fait que GAN, les modèles GAN, il est surtout efficace quand des images sont générées à partir d'images. Alors que Midjourney, comme tu l'as montré et d'autres l'ont montré, Enzo entre autres, donc on peut évidemment partir de commandes, de prompts, de requêtes verbales pour donc produire des images. Je dirais que justement, les GAN ont montré quand même certaines limitations, hein,
limitation en termes de créativité computationnelle, dans la mesure où, comme j'ai essayé aussi de le dire, on le reproche souvent de servir à la reproduction, malgré tout, d'artefacts similaires, hein, qui ne sont pas forcément inédits, hein, donc de ne pas produire d'événements algorithmiques à proprement parler. Ceci dit, j'ai essayé de montrer aussi que l'on travaille toujours avec les gammes en 2020, en 2021, en 2022 pour justement perfectionner la technique, enfin perfectionner ce modèle, hein, pour justement créer plus de diversité, hein. Voilà. Donc, il me semble que la diversité est plus importante, les possibilités de création d'artefacts inédits est quand même supérieure dans le cas de Midjourney, hein, mais les GAN servent malgré tout à de nombreuses expérimentations également depuis l'émergence de Midjourney et des autres. Tu sais, pour ajouter une chose très rapide, par exemple, je ne sais pas à quelle année remontent les expériences avec les emojis, mais ce serait inimaginable que Midjourney puisse faire un raccourci et construire le bonheur à travers, ou le bonheur, le malheur, etc., à travers des emojis, parce qu'il a d'autres stratégies. Oui, c'est le 2021, donc c'est pas si vieux que ça. Oui, mais ce n'est pas encore, disons, après révolution, entre guillemets. C'est pas après 2022, c'est vrai. C'est antérieur à 2022. Merci. Moi, j'aimerais te poser, pardon, madame. J'aimerais juste te poser une question très simple. Tu as parlé de ce mouvement, de ce tournant affectif, et que finalement, il ne se réduit pas à la question des émotions, que c'est la question de l'affect, qui est plus large d'autres. Mais finalement, les exemples que tu donnes, c'est des exemples extrêmement culturellement stéréotypés autour de questions très, très définies, comme la colère, l'amour, le bonheur. Justement, ce n'est pas cette question de l'affectif qui est convoquée. Oui, tu as tout à fait raison de souligner effectivement cette différence. Donc, dans un premier temps, j'ai parlé des affects, surtout justement pour mettre en avant aussi l'approche abductive, c'est-à-dire la rupture des systèmes d'attente, l'imaginatif, etc. Ensuite, dans l'exemple que j'ai donné, effectivement, il s'agit plus d'émotions, hein, donc tout à fait stéréotypé, comme tu viens de le dire. Tout à fait. Donc, effectivement, cet exemple me semble, il est peut-être un peu caricatural. Je veux bien l'admettre. Ouais. Est-ce qu'il y en aurait... Mais en même temps, pardon, est-ce que la machine, est-ce qu'elle peut produire des émotions, elle peut produire des images dans lesquelles un certain état d'esprit est représenté? Bon, faut-il parler de production d'émotions? La machine n'éprouve pas d'émotions. Elle est affectée, mais elle ne produit pas d'émotions. Je vois qu'il y a une question d'Enzo à distance. Enzo, quand tu veux. Oui. Merci Marion pour cette intervention très riche. Moi, j'ai trouvé cette métaphore théorique que tu as proposée, l'idée de la partition et du fait que l'opérateur humain est un peu le chef d'orchestre très, très efficace. Et donc, je n'ai pas vraiment une question, mais il me semble que ton intervention et l'intervention de Pierluigi se rejoint un peu sur cette idée que l'interaction avec la machine, l'interaction avec l'intelligence artificielle ne concerne pas des sujets, ne concerne pas de l'intentionnalité de la machine ou des énonciations, mais qu'elle produise à travers l'interaction des instances. Il me semble que ta proposition, l'idée qu'il y a un centre modal, qu'il y a une interaction et que donc il y a des devoirs faire et des vouloir faire qui s'enchaînent entre les opérateurs humains et la machine, me semble très intéressante et peut-être un peu en continuité avec cette idée que l'intelligence artificielle n'est pas une prothèse ni une encyclopédie, mais c'est une sémiosphère
qui peut être traversé par des partitions, des exécutions, et qui produisent en fait des instances, et que c'est là qu'on doit plutôt envisager une intentionnalité distribuée. Mais voilà, c'était simplement une suggestion parce que je voyais des éléments complémentaires entre vos deux interventions. Oui, je trouve aussi qu'il y a eu effectivement une certaine complémentarité, une convergence, disons, de nos approches. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de la sémiosphère. Je trouve ça très, très intéressant. En même temps, ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas que les centres modaux, mais les centres modaux sont portés par des forces, des convergences, des divergences, etc. Donc, bon, j'ai appelé ça deux niveaux différents. On peut évidemment en distinguer, parce qu'il m'a semblé que l'idée quand même d'instance donc impersonnelle et arriver au point où on se dit qu'à un certain moment, les connexions se font. Cette idée-là me semble quand même intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, il n'y a plus justement même pas de modalité à proprement parler. J'aurais encore une question ici, sur place, à Luminet. Et puis Didier, Salah à distance. Merci beaucoup pour et j'ai une question un peu naïve. Quand on voit des exemples en général, hein, dans les expositions, dans le séminaire, dans les articles, etc., ils sont toujours exposés au même niveau des œuvres d'art, coproduites avec l'intelligence artificielle, ou copiées avec l'intelligence artificielle, et des images qu'on peut appeler créatives. Et il y a aussi une exposé au même niveau des images faites par les chercheurs ou des usagers et des artistes. Donc, ma question est la suivante: est-ce qu'il y a un peu traité de cette image? Selon j'ai compris, on a les concepts de statut qui nous placent les œuvres, parce qu'à ce moment, j'essaie de comprendre comment est-ce que cette image créée avec l'intelligence artificielle on entrait dans les musées, par exemple, dans l'exposition, comme les Sotheby's, qui a une œuvre d'art créée avec l'intelligence artificielle. Et je trouve que dans ces cas-là, la proposition de distribution de la sensibilité, de l'énonciation, est très intéressante et très riche, parce que finalement, les procédures de création est très liée au processus typique de l'art contemporain et surtout de l'installation, où l'artiste sélectionne des objets qui ont un potentiel, si on veut, créatif ou artistique, et que finalement, c'est l'artiste et l'institution complète qui détermine que cette image fait partie du monde de l'art. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce point de vue, parce que sinon, j'ai mal à comprendre qu'on est sur l'image créative générée avec l'intelligence artificielle ou de l'image artistique. Oui, voilà, j'ai un peu mélangé les deux, effectivement. Et donc, c'est évidemment la question des critères, les critères qu'on avance, auxquels on a recours pour déterminer si c'est de l'art ou pas, si ce n'est pas de l'art. Et effectivement, je dirais que je distingue l'esthétisation de l'artistisation. C'est un peu ce que vous venez de dire. Par exemple, si on considère une œuvre qui devient un NFT, donc voilà. Dans ce cas-là, c'est considéré comme une œuvre d'art, ça s'échange sur les marchés de l'art, on paye des sommes folles, etc. Voilà, donc c'est la manière finalement dont l'œuvre est aussi artistisée, puis intégrée dans un musée. Là, je serais plutôt d'accord avec vous. Hein. Bon. Est-ce que là, ça change les parcours de production? L'énonciation. Les produits. Ah, oui, hein, je veux dire, si vous prenez Paglen, par exemple, ou Anadol, ils ont évidemment un projet artistique en tête, c'est certain. Voilà.
Donc, ce n'est plus simplement de l'expérimentation. On ne cherche plus simplement à modifier des paramètres pour qu'une machine produise telle ou telle image, etc. Mais il y a un vrai projet sociétal, etc. À la clé, oui, bien sûr. Mais la manière, donc là, je ne saurais pas vous dire, puisque je ne connais pas en détail la manière dont, par exemple, Rafik Anadol a procédé. Il faudrait voir si effectivement la manière dont il procède concrètement varie tellement par rapport à... Parce qu'il travaille avec des informaticiens. Donc, voilà. Merci. Il y a une question en ligne, puis une dernière question de Didier Salah et une dernière question de Pierre Luigi. Didier. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Marion, pour ton exposé toujours aussi enthousiasmant. Mais ça, j'ai bien aimé ta présentation. Alors, j'en suis parti avec plusieurs frustrations, notamment concernant la part que tu accordes réellement à l'énonciation dans ton développement. Tu as parlé de traces et ensuite, à la fin, tu as évoqué Benveniste, évidemment, avec les instances énonciatives que tu as à un moment donné aussi, j'ai eu l'impression que tu peux disqualifier un tout petit peu, ou en tout cas, tu appelais de certaine manière à relativiser cette définition totalement pure. Alors, ma question, c'est, lorsqu'on parle d'IA, finalement, et si on aborde la question en termes de traces, finalement, quel type de traces cela laisse? Parce que ce que je peux rappeler, et tu l'as aussi dit, c'est qu'il y a en fait, il y a plusieurs typologies d'images que l'IA pourrait faire intervenir. On peut avoir des images émerger uniquement par l'IA sans intervention humaine. Mais il peut aussi arriver qu'on intègre dans la production des images des antériorités, d'autres productions artistiques. Donc, ça crée comme ça tout un ensemble d'actions. Ça peut même, on peut arriver à de l'art non humain, à de l'art mélangé avec peut-être l'art biologique. En fait, il y a tout un ensemble d'hybridation comme ça. Et à ce moment-là, comment on aborde l'énonciation? C'est-à-dire que lorsqu'on a l'IA qui génère en elle-même par son, par sa documentation, en fait, par sa mémoire, et lorsque plutôt il y a une intervention humaine, comment tu abordes cette question-là parce qu'on tu as aussi parlé de la co-énonciation en machine. J'aimerais savoir finalement comment tu traites la question. Alors, typiquement, ma question porte vraiment sur le sujet de l'énonciation. Tu comprends pourquoi je bégaye un peu et c'est une vraie frustration. Voilà. Or, il me semble que le cœur de ton esprit est là-dessus, en fait. Pour la liaison n'étant pas très bonne, je n'ai pas tout compris. J'ai compris simplement que tu parlais de la trace. Donc, je réduis ton propos vraiment à cette notion-là que j'ai utilisée justement à propos donc de l'affect comme projectile. Hein. Mais je suppose que tu as voulu parler la trace qu'on laisse, la trace qu'on garde. Oui, c'est ça, en fait. Je suis désolé, mais j'ai une très L'image mauvaise connexion générée, dans elle mon est bien village, sûr donc une comme ça. trace. Non, mais c'est pas grave, on en parlera peut-être plus. Si la connexion pose problème, je préfère qu'on s'en tienne à ça. Mais je t'enverrai un document juste après ton exposé. En fait, tu l'auras quand tu arriveras et tu comprendras un peu ce que j'ai envie de dire. Ok, désolé. J'habite dans un village, on n'a pas encore une bonne connexion, donc c'est un peu compliqué à chaque fois. Allez. Merci en tout cas. Merci Didier. Pierluigi. Oui, alors merci beaucoup à Marion. Vraiment, là, j'ai vraiment une question, non une remarque, c'est-à-dire que je ne connais vraiment pas la réponse. Et ça concerne ta proposition d'une séquence énonciative. Hein. Je trouve cette proposition fertile. Et la question est la suivante. Comment caractériser finalement cette séquence énonciative? Est-ce qu'on peut faire des hypothèses sur la constitution de cette séquence et les rôles qu'une machine ouverte et des humains disponibles interviennent dans cette séquence? On peut imaginer que, par exemple, cette séquence a des sous-séquences
une séquence, par exemple, une sorte de chaîne comparative pour comparer les données, des chaînes instantiatives pour régénérer, hein, des chaînes, je sais pas, tu as parlé d'une extraction diagrammatique, n'est-ce pas, les diagrammes chez Goodman. Il faut imaginer qu'on va extraire des diagrammes, mais si on fait cette extraction, parce qu'imaginez qu'il y a aussi une chaîne analogique. On cherche, à partir d'un diagramme, par analogie, hein, d'intercepter d'autres terrains qui pourraient recevoir ce diagramme et générer une nouvelle image. Donc, on peut imaginer que dans cette séquence énonciative, il y a plusieurs chaînes. Quel est le rôle, justement, qu'on peut attribuer? Alors, quelles sont les formes de substitution possibles? On le voit bien, l'instanciation, le comparatisme. On voit bien qu'il y a, comment dire, ce sont des rôles actentiels. On pourrait dire qu'on peut attribuer aux machines ou réassumer en tant qu'humaines. C'est où, quelle est la place vraiment qu'on peut attribuer? Quelle est la chaîne dans cette séquence qu'on a vraiment besoin d'attribuer à une instance humaine, sensible, sentient en tout cas, afin de construire comment dire, une véritable énonciation. Qu'est-ce que je dis là? Pour dire qu'à la fin, on a des segments, on va dire, l'ensemble, sur le plan holistique, ça nous donne une séquence énonciative qu'on peut encore nommer énonciation, mais quelle est la partie humaine qui nous permet de passer de je veux dire, du traitement finalement de données, avec toute une série de complexités, vers une véritable énonciation. C'est la dimension affective, c'est l'idée d'une auto-affection, de construire de la séquence une sorte de circuit de auto-appréciation des résultats obtenus. Comment tu vois un peu l'intervention de l'humain là-dedans? Oui, enfin, je vois la place de l'humain dans ma séquence. Enfin, je vois effectivement ce dont il contrôle une partie, hein, donc en début et à la fin. Et au milieu, pendant la phase médiane, à mon avis, il se laisse en quelque sorte absorber, il devient agent parmi les agents. Hein, il est fait par les calculs, etc. Hein, donc, est-ce qu'on pourrait le mettre en relation, par exemple, avec une espèce d'immersion, hein, on pourrait se poser la question. Donc, il est délesté d'une partie de son initiative, il se laisse aller, hein, pour ressurgir à la fin et reprendre le contrôle. Hein. Donc, je pense que la notion de subjectivité computationnelle sans sujet argumenté par Mazur me paraît intéressante, parce qu'il y a donc également avec la relation, avec la notion, par exemple, de duel, justement. Donc, dualité, enfin, duel, non, dividuel, pas duel, dividuel selon Deleuze. Donc, une espèce de, comme s'il se laissait mener pendant une partie de cette séquence, mais en même temps, c'est lui qui, d'une certaine manière, est le sujet qui organise le tout, malgré tout. Non, il se laisse aller, il devient agent parmi les agents pour ressurgir et pour interpréter, en fin de compte, ce qui est produit. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est une réponse, merci. Si je peux me permettre, beaucoup. Marion, seulement pour terminer, je voulais dire que, par exemple, dans la séquence de production d'images Midjourney, par exemple, un moment important, c'est le moment du jugement, c'est-à-dire que tu obtiens pas mal d'optimisation du prompt, appelons-les comme ça, et ensuite tu juges et ensuite tu choisis. Donc, je pense que les jugements et les choix sont des moments qu'il faut valoriser. Exactement. Dans cette chaîne. Voilà, c'est a posteriori. Donc, si on prend l'idée de la définition de l'énonciation, donc mise en avant également par Jacques Fontani, comme quoi le sujet d'énonciation, c'est celui qui a posteriori évalue, commente, etc. Hein, donc, c'est tout à fait conforme à ce que tu dis. Tout à fait.
C'est pour ça que Merci, je parle finalement de séquence énonciative, malgré le fait qu'on peut douter, qu'on peut ne pas appeler énonciative ou énonciatif les agents ou les instances de la phase médiane. Donc, globalement, c'est une séquence énonciative avec une phase médiane où effectivement le sujet se déleste de ses capacités de sujet. Merci devenir beaucoup. une subjectivité sans sujet. Merci Marion. Donc on peut conclure. Nous allons faire une longue pause, non, Maria-Giulia, jusqu'au 15 mai. Nous serons encore une très belle séance en perspective avec François Rastier et Claudio Paolucci.